Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser le portefeuille d'un de mes abonnés. C'est un nouveau concept qu'on va essayer de faire chaque semaine maintenant, tous les jeudis. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez participer, il y a un lien de formulaire dans la description de la vidéo. Vous me donnez quelques infos sur vos objectifs et sur pourquoi vous analysez telle ou telle action. Ensuite, moi je récupère vos infos et je vais analyser votre portefeuille dans une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça permet de soutenir notre travail. Et on commence tout de suite avec l'analyse du portefeuille de Maxime. On commence par le profil d'investisseur de Maxime. Donc là, j'ai toutes les informations qu'il a remplies dans le formulaire. Maxime a un horizon d'investissement de 5 à 10 ans. Il a un objectif de surperformer le marché. Donc Maxime fait de l'investissement actif directement en action pour surperformer la performance des indices. Et il m'a écrit 2-3 lignes sur son portefeuille. Alors Maxime me dit « J'essaie d'avoir le meilleur ratio qualité-croissance-valorisation dans les actions que je choisis. Mon portefeuille est volontairement assez concentré parce que je préfère avoir quelques très bonnes entreprises que je peux suivre profondément. » Donc Maxime, il fait bien de l'investissement actif dans lequel il va choisir des actions qui sont à la fois en forte croissance et sous-valorisées par le marché. Et ensuite, Maxime nous dit « J'investis principalement sur CTO parce que sinon en termes de croissance c'est un peu limité, mais j'ai quand même un PEA avec Edenred et Evolution AB parce que je trouve le ratio croissance-valo assez intéressant. Et ce sont deux intéressants sur lesquels il y a beaucoup de pessimisme. Donc ça, c'est un truc que je vous dis souvent en vidéo. C'est vrai que c'est très compliqué de trouver des actions de croissance éligibles au PEA. C'est pour ça que souvent, je vous réoriente vers un CTO pour tous les investisseurs qui me suivent, qui veulent investir dans des actions de croissance comme moi. Parce que c'est vrai que sur PEA, il y a vraiment très peu d'actions très intéressantes. Maintenant, voyons le portefeuille de Maxime. Maxime, il a une valeur de son portefeuille de 24 612 $ américains. Maintenant, voyons le détail de son portefeuille. Donc, la première action de son portefeuille qu'on va regarder, c'est celle qui représente la plus grosse partie de son portefeuille. Elle représente 17,82% de son portefeuille et c'est MEDP. MED est une société de CRO, Clinic Research Organization, spécialisée dans la santé, dans la biotech, qui a une forte croissance. Donc déjà, c'est une entreprise biotechnologique. Vous savez, souvent, c'est ce que je vous dis quand on est en live, les entreprises biotechnologiques, en général, je les évite parce qu'elles sont soit pas rentables, soit très instables parce que elles vont avoir des produits ou des services qui vont très bien marcher, mais si elles perdent le monopole ou si elles ont un concurrent qui les dépasse, très vite, la capitalisation peut chuter. Si je regarde maintenant sur Stock Unlock, Medpass Holding fournit des services externalisés de développement clinique au secteur de la biotechnologie, de la pharmacie et des dispositifs médicaux. Ok, donc c'est bien une société technologique. C'est une société qui est basée à Cincinnati, elle s'occupe du développement et de la réalisation d'essais cliniques. Ok, donc c'est une société qui va permettre aux centres pharmaceutiques et à tous les laboratoires de faire leurs tests pour leurs médicaments. La capitalisation est de 13 milliards de dollars, le PER est de 31, l'entreprise ne verse pas de dividendes et l'entreprise s'échange 22 fois son free cash flow. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va devoir générer 22 années de free cash flow actuel pour rendre en valeur le prix que les actionnaires payent aujourd'hui pour l'action. Si je regarde la note globale sur Stock Unlock, je vois qu'elle est de 3,80 sur 5, ce qui est très bien. Le chiffre d'affaires est en croissance de 9,94% sur un an, et l'entreprise a de très bonnes marges, avec une marge opérationnelle de 31,6% et une marge de free cash flow de 25%, ce qui est vraiment très élevé. Là, ça me plaît beaucoup parce que l'entreprise a une très bonne rentabilité, des marges qui sont très élevées. Ça veut dire qu'elle va pouvoir générer beaucoup de cash flow et pas mal de bénéfices sur les revenus qu'elle va générer. Donc ça, c'est très positif. Le ROCE est de 135%. Ça, c'est clairement dû parce que l'entreprise a développé un super produit qui leur a permis de générer beaucoup de profits. Ça, c'est typique des entreprises biotechnologiques. Le ROCE, c'est quoi? C'est le retour sur les capitaux employés. Donc, c'est le Return on Capital Employed. C'est très important parce que ça nous montre si le management emploie correctement les liquidités que l'entreprise a en réserve et l'argent que les actionnaires vont donner à l'entreprise. C'est très important parce que ça nous permet de voir si le management est efficace ou non. Le cash flow opérationnel augmente de 13%, le résultat opérationnel de 25% sur un an, et la croissance est très bonne. La santé financière aussi. L'entreprise n'est pas surendettée, donc elle est rentable, et ça c'est vraiment très positif pour une entreprise biotechnologique. Honnêtement, là Maxime il a choisi une très belle entreprise, qui est rentable, qui n'a pas de risque de faillite, ou en tout cas très faible. On le voit sur Stock Unlock, la note de santé financière est très élevée, donc c'est une entreprise qui a l'air très bien, qui est très rentable, la croissance est ok, on voit que le résultat et les cash flows augmentent plus rapidement que les revenus, donc ça sous-entend que l'entreprise déploie ses marges, augmente ses marges petit à petit, ce qui lui permet de gagner plus sans augmenter drastiquement son chiffre d'affaires, donc c'est très positif. C'est une très belle entreprise que Maxime a trouvée là, il en a fait la première ligne de son portefeuille et je comprends pourquoi. C'est une très belle entreprise malgré tout assez risquée dans le domaine de la biotechnologie, donc ça reste
assez risqué. Il faudrait approfondir l'analyse pour essayer de savoir est-ce que l'entreprise a un moat, est-ce qu'elle a assuré des revenus sur le long terme ou pas, est-ce que ses marges vont pouvoir toujours augmenter, parce que c'est bien beau d'augmenter ses marges et d'augmenter son cash flow, mais est-ce que la croissance du chiffre d'affaires va pouvoir dépasser les 10%? C'est une question que je me pose. Donc ça a l'air d'être une belle entreprise, mais c'est aussi assez risqué. Le secteur biotechnologique, moi j'aime pas trop. C'est souvent un secteur que j'élimine quand je fais mes recherches d'actions. Donc voilà, à approfondir. La deuxième entreprise que Maxime a en portefeuille, c'est DEC, qui représente 15% de son portefeuille. Alors Deckers Outdoor, c'est une entreprise que je connais très bien, que j'ai eu en portefeuille, je l'ai acheté autour des 164 $ et je l'ai revendu autour des 200 $, il me semble, avec une performance de plus 25%. Donc c'est une entreprise que je connais bien, qui évolue dans le textile, que j'ai revendue parce qu'elle était survalorisée par le marché. J'ai d'ailleurs vendu au très bon moment, parce qu'ensuite elle a énormément chuté. Je vous affiche le graphique maintenant à l'écran. Elle a chuté de plus de 30 ou 40%. Et là, on dirait que Maxime a profité de cette grosse baisse pour rentrer sur le titre. Quand je regarde sur Stock Unlock, Deckers a une note globale de 3,96 sur 5, le CA augmente de 15,49% sur un an, ce qui est très bien. L'entreprise a plus de cash que de dettes, ce qui est très positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise voulait rembourser toutes ses dettes demain avec le cash qu'elle a en réserve, elle pourrait. Donc le risque de faillite est littéralement de 0. Donc ça, c'est très positif. L'entreprise a une très bonne rentabilité avec de bonnes marges. On voit ici que la marge opérationnelle est de 23% et que toutes les marges sont très bonnes. Le ROCE, que j'aime beaucoup, de 43%, pardon. Donc, comme je vous ai expliqué avant, ça montre que le management utilise bien les liquidités que l'entreprise a en réserve pour réinvestir et obtenir de gros rendements sur le capital investi. Donc ça, c'est super. La croissance est bonne, mais on voit ici que les cash flows diminuent, ce qui sous-entend que Deckers dépense beaucoup en CAPEX. Alors, il faudrait creuser. Le CAPEX, c'est quoi? C'est le Capital Expenditure, donc ça va être les investissements en infrastructure et dans la recherche et les développements, ou en fait tous les investissements de l'entreprise qui vont permettre une croissance future. On voit que les cash flows diminuent, donc l'entreprise a une bonne croissance, mais utilise beaucoup du cash qu'elle va générer actuellement pour réinvestir dans des produits ou de l'infrastructure ou X ou Y, il faudrait creuser, pour avoir du rendement sur le long terme. Donc, voilà, il faudrait savoir dans quoi exactement Deckers investit pour savoir si l'entreprise va avoir un bon retour sur investissement sur les prochaines années. Niveau valorisation, le PER est de 17 et le ratio prix sur FCF est de 19. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que l'entreprise s'échange 19 fois son free cash flow. Donc c'est assez élevé pour une entreprise avec une croissance de seulement 15% par an. Après, il faudrait creuser parce que si vous êtes convaincu que les investissements que Deckers fait actuellement seront pérennes et vont apporter beaucoup de croissance dans les 2-3 ans à venir, pourquoi pas, mais je trouve que ça reste quand même assez élevé, un ratio prix sur free cash flow de 19. Au niveau graphique, on est actuellement sur un gros support. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'action a beaucoup retracé, à un retracement de peut-être 40 ou 50%. Donc c'est vraiment une grosse chute. L'action semble avoir trouvé une zone de support à son niveau actuel. Donc c'est possiblement une bonne zone d'achat, la croissance est toujours présente, on voit que le revenu est en croissance de 15%, ce qui est très bien. Donc moi personnellement je reste assez mitigé sur le titre, je dirais que la valorisation est un peu trop élevée actuellement encore pour la croissance actuelle, et vu qu'on n'a pas de on n'est pas certain que les investissements actuels de Deckers vont payer dans le futur, je trouve que ça reste un prix assez élevé encore à payer pour l'action. Hello tout le monde, c'est le Hugo Post-Production qui vous parle. J'ai oublié de parler de Meli dans la vidéo, j'avais mis une seule ligne et j'ai sauté la ligne, donc je vais vous en parler maintenant. Mercado Libre, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est une de mes entreprises favorites sur le marché. Ça fait plusieurs mois que je vous en parle, c'est une entreprise que j'affectionne tout particulièrement. 30% de croissance depuis plus de 15 ans, presque 20 ans, des marges qui sont très bonnes et surtout un moat très puissant en Amérique du Sud. Elle est leader sur le e-commerce et leader sur le marché fintech avec son segment Mercado Pago. Donc c'est vraiment une entreprise que j'affectionne tout particulièrement et je soutiens Maxime d'en faire la 3e entreprise de son portefeuille. Vous pouvez regarder sur Stock Unlock, Mercado Libre est extrêmement bien noté. Il n'y a vraiment aucun point négatif à cette entreprise, je l'aime tout particulièrement. Je soutiens Maxime d'en avoir fait la 3e entreprise de son portefeuille. Allez, maintenant je vous laisse avec l'entreprise suivante. Ensuite on enchaîne avec la 3e entreprise du portefeuille de Maxime qui est Fortinet pour 12% de son portefeuille. Alors vu sa performance sur le titre, j'imagine que Maxime a profité de la grosse chute récente du titre de Fortinet. Pour ceux qui ne savent pas, Fortinet a annoncé ses résultats au milieu du mois d'août 2025 et l'action a chuté de plus de 20% le jour de ses résultats parce que l'action avait une valorisation très élevée. L'annonce de ses résultats a déçu beaucoup les investisseurs et donc l'action a perdu 20% en seulement une journée. Donc j'imagine que Maxime a profité
de ce moment-là pour investir sur le titre, ce qui est très bien parce que Fortinet reste une très belle entreprise de cybersécurité avec une très belle croissance qui était survalorisée, mais donc avec la grosse baisse récente, l'action semble être beaucoup plus attractive. Déjà, quand on regarde le graphique de l'action, on voit que la moyenne mobile 200, donc la ligne jaune que vous voyez juste ici, fait office de rebond. On voit que dans le passé, elle a fait plein de fois office de rebond, et ça c'est très positif parce qu'actuellement on est sur un super point d'entrée et il semble que Maxime en ait profité. Fortinet est une super entreprise avec une très bonne croissance qui évolue dans un secteur donc de la cybersécurité. C'est le leader américain et presque mondial dans ce secteur-là. La croissance est très bonne, à plus de 15% par an. L'entreprise est rentable, l'entreprise a fait beaucoup d'investissements pour sa croissance future. Donc moi c'est une entreprise que j'aime beaucoup. J'ai pas pu profiter parce que j'étais en vacances, j'ai pas pu profiter de la grosse chute du mois d'août, mais c'est clairement une entreprise que je vais ajouter dans ma watchlist parce qu'elle est très intéressante. Ensuite, on voit Adobe qui représente 10% du portefeuille de Maxime. Adobe, c'est l'entreprise qui était leader il y a quelques années et encore aujourd'hui de l'édition vidéo. Ils ont par exemple le logiciel Premiere Pro, ils ont aussi le logiciel Photoshop. Quand on regarde graphiquement, je vous affiche le graphique de l'action maintenant en weekly, on voit que l'action a beaucoup monté, puis beaucoup retracé, puis est remontée. C'est clairement les montagnes russes. L'action, malgré tout, la tendance reste baissière à long terme. Et en fait, ce qui se passe sur Adobe, c'est que les investisseurs ont extrêmement peur que le moat qu'avait Adobe il y a quelques années soit complètement détruit par l'IA, comme les nouvelles IA, comme VO3, qui font des super créations de vidéos, de films. Et donc, les monteurs vidéo n'ont plus forcément besoin des services de Adobe. Il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent que Adobe va se faire complètement détruire par l'IA. Alors, ce qui est sûr, c'est que la croissance d'Adobe est encore maintenue aujourd'hui, même si elle a réduit. Adobe investit beaucoup dans l'IA. Ils ont d'ailleurs sorti leur IA Firefly récemment, qui est super, qui marche très très bien, qui est utilisé par beaucoup de monteurs vidéo. Donc clairement, la tendance est baissière sur Adobe. Moi, j'aime pas du tout investir dans des entreprises où graphiquement, on voit que la tendance est baissière. Le momentum, donc qu'est-ce que le momentum? C'est la force acheteuse ou vendeuse sur un titre. Là, clairement, le momentum n'est pas présent sur Adobe. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'investisseurs pensent que l'action va aller à zéro. Donc moi, je préfère acheter des actions où le momentum est acheteur, où les gens ont envie d'acheter l'action, ce qui n'est pas le cas sur Adobe. Pourquoi pas? Je pense que Adobe va pas se faire détruire par l'IA, que l'entreprise va avoir quand même un avenir, et le logiciel Premiere Pro, Photoshop, etc. sont encore beaucoup utilisés. Donc, pourquoi pas avoir Adobe en portefeuille si vous l'achetez à un bon prix? C'est tout ce qui compte, vous savez ce que je vous dis. C'est bien d'acheter un business qui est en croissance, mais ce qui est le mieux, c'est de l'acheter à un bon prix. Ensuite, on voit Edenred pour 10% du portefeuille de Maxime. Moi, je connais pas du tout cette entreprise Edenred. Donc on va voir sur Stock Unlock ce que c'est Edenred. Edenred est un fournisseur de solutions de paiement digital pour le monde du travail. Ces solutions permettent à ses clients de créer plus efficacement ses avantages sociaux, donc les tickets restaurants, tickets chèque emploi, etc. SASU, tickets garde d'enfants, etc. Ok. La capitalisation de l'entreprise est de 6 milliards d'euros, le PER est de 12 et le PER ajusté de 10. Donc l'entreprise est rentable déjà, ça c'est super, et surtout, je vois qu'elle verse un dividende de 4,78%. Ok, donc c'est une entreprise à dividende. Étonnant de trouver ça dans le portefeuille de Maxime qui nous a dit qu'il privilégiait les entreprises de croissance. Mais bon, on va voir la suite. Le rendement des bénéfices est de presque 8%, le rendement du free cash flow est de 10%, donc ça c'est super. Ça veut dire que l'entreprise arrive à générer un gros rendement sur ses bénéfices et sur son free cash flow, donc l'entreprise est très rentable et une bonne croissance, donc ça c'est très positif à voir. La note globale de l'entreprise est de 4 sur 5, ce qui est extrêmement une très très bonne note. C'est très rare sur Stock Unlock les entreprises avec une note au-dessus de 4 sur 5, donc ça c'est très positif. Le management et la rentabilité sont très bons, par contre la croissance pêche un peu, il faudrait creuser à ce niveau-là. On voit que la croissance est pas très élevée, les chiffres de croissance du chiffre d'affaires ou des résultats ou même des cash flows sont pas très bons. Par contre, l'entreprise a une santé financière au top, donc pas de risque de faillite, ça c'est très positif. La rentabilité est très bonne, le management est très bon. Comme dit Warren Buffett, ce qui compte c'est pas le produit, c'est l'équipe. Donc une bonne équipe va réussir à vendre un produit ou un service qui est même moyen. Donc là, apparemment, le management a l'air très bon, l'action de l'entreprise performe bien, elle verse un bon dividende. Donc ça m'a l'air d'être une très belle entreprise que je connaissais pas et qu'il faudrait approfondir dans une prochaine analyse, peut-être dans la newsletter. D'ailleurs, si vous voulez profiter de mes analyses complètes chaque semaine sur des entreprises sous-valorisées, je vous partage ça dans ma newsletter, c'est complètement gratuit, le lien est en description. Donc si je retourne sur Edenred, le dividende par action augmente vite à plus 11,5% par an, donc ça c'est très bien, et surtout la valorisation est très basse, avec un PER de seulement 10. Donc on voit, c'est une entreprise qui augmente vite son dividende, qui a un bon rendement des bénéfices et du free cash flow, donc c'est très positif, même si la croissance globale est pas très bonne, elle est très rentable, elle a une bonne santé financière, un bon management.
Donc franchement, ça a l'air d'être une très bonne entreprise qui verse un joli dividende, donc qui profite à la fois de la faible croissance et du gros dividende de 4,78%. Ça permet de contrebalancer les valeurs de croissance un peu plus risquées qu'il a dans son portefeuille, donc c'est pas trop mal. Maintenant, on passe à l'ETF VUS. Je connaissais pas du tout cet ETF, alors j'ai fait quelques recherches. L'ETF VUS, Vanguard USD Corporate UCITS ETF, est un fonds qui investit dans les obligations d'entreprises américaines de haute qualité. Ok, donc c'est un fonds qui va acheter des obligations d'entreprises de haute qualité. L'ETF cherche à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, qui représente un panier diversifié d'obligations d'entreprises libellées en dollars. Les revenus d'intérêt coupons de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF, ce qui permet une croissance composée automatique. Donc ça c'est super. Alors une obligation, comment ça fonctionne? Ça a une date de péremption, on va dire, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, et au bout de la durée de fin de l'obligation, vous allez recevoir un coupon, donc c'est le rendement de l'obligation. Ça peut être par exemple, en ce moment, les obligations du gouvernement américain, c'est 4%, donc au bout de 3 mois, vous allez recevoir la performance annualisée des 4% au bout de 3 mois, ou au bout de 6 mois, ou au bout d'1 an, etc. En tout cas, performance annualisée, c'est 4%. Pour les obligations d'entreprise, ça marche de la même manière. Il faut noter que les obligations d'entreprise, c'est plus risqué que les obligations d'État. Logique, parce que le risque de faillite d'une entreprise est plus important que le risque de faillite d'un État. Donc, globalement, les rendements, normalement, sont plus élevés, de l'ordre de peut-être 4, 5, peut-être jusqu'à 7%. Vu que c'est des entreprises quand même de haute qualité, je pense pas que ce soit des rendements au-dessus de 8 ou 9%. Donc, les coupons sont automatiquement réinvestis à la date de fin de l'obligation. Donc ça permet de, au lieu de toucher un dividende, entre guillemets, les coupons sont captés par le fonds et réinvestis directement dans d'autres obligations d'entreprise pour faire grimper la performance du fonds au fur et à mesure du temps. Le fonds a une capitalisation de 2,4 milliards de dollars, ce qui est énorme, et applique des frais de 0,07% par an. Donc vraiment, les frais sont extrêmement bas, la capitalisation est assez élevée, donc ça montre que le fonds est quand même assez réputé, et surtout les frais sont très bas, donc ça c'est très positif pour Maxim, parce qu'il ne va pas payer beaucoup de frais annuels. Le fonds est exposé à 60% aux USA, et ensuite il est diversifié à travers le monde entier, donc ça c'est plutôt positif, malgré une grosse exposition aux USA. Malgré tout, c'est ce que je vous répète assez souvent, les USA c'est la région qui performe le mieux, donc c'est bien que le fonds s'expose à des entreprises qui évoluent aux USA, et en plus c'est aux USA que sont basées les entreprises avec les meilleurs rendements. Niveau performance, depuis début 2025, le fonds affiche une performance de moins 6,08% et de moins 1,12% sur un an. Donc ça, c'est pas top niveau performance. Depuis sa création, l'ETF affiche une performance de plus 15,79% sur environ 6 ans, soit une moyenne d'environ 2,5% par an. Donc clairement, la performance de cet ETF, elle est vraiment pas très bonne. Je pense que Maxim a cet ETF en portefeuille pour contrebalancer le risque qu'il va prendre avec des entreprises à forte croissance, comme la biotech qu'on a vu au départ, et puis les autres. Ça permet de contrebalancer ce risque, et on voit que quand même l'ETF, dans les années où le marché action ou même dans les moments, par exemple en avril 2025, où le marché action va beaucoup retracer, cet ETF va quand même être assez résilient, donc ça lui permet de contrebalancer la volatilité globale de son portefeuille, ce qui est très bien. Maintenant, on passe à l'avant-dernière entreprise du portefeuille de Maxim, qui est Evolution AB. Evolution AB, c'est une entreprise dont on entend beaucoup parler sur le marché francophone, c'est une entreprise qui évolue dans les casinos en ligne. Beaucoup de personnes en parlent parce qu'elle a une très belle croissance. On va voir combien elle représente comme pourcentage sur le portefeuille de Maxim. Donc l'action représente à peu près 10% du portefeuille de Maxim. Personnellement, je suis pas fan du tout de cette entreprise, j'ai jamais investi dedans malgré que la croissance soit très bonne parce qu'elle évolue sur un marché qui est très compliqué légalement à réguler. L'entreprise présente beaucoup de risques parce que du jour au lendemain, n'importe quel gouvernement ou l'Europe par exemple peut interdire à Evolution AB d'exercer ses activités dans tel ou tel pays. Donc ça représente quand même un risque qui est très important, et moi je préfère pas me tourner vers ce genre de secteur. Il y a plein de secteurs à travers le monde qui rapportent de très bons rendements, et je trouve que c'est dommage de s'exposer à des secteurs comme ça qui sont, certes, qui peuvent apporter de jolis rendements, mais qui sont quand même très risqués. Enfin, la dernière entreprise, et pas des moindres, c'est Google, la dernière entreprise du portefeuille de Maxim. Alors Google, on finit en beauté, c'est une très très belle entreprise qui fait partie des GAFAM, des Max 7, donc des plus grosses entreprises du monde, et aussi des plus belles entreprises du monde. Google a une très très belle croissance actuellement, drivée surtout par son segment cloud et par l'IA. J'aime beaucoup aussi le segment Waymo de Google avec les véhicules électriques qui concurrencent clairement le FSD de Tesla.
Donc Google, magnifique entreprise, une croissance de plus de 20 ou 25% de son segment Google Cloud, qui est super, qui drive la croissance globale de Google. Beaucoup de gens sont actuellement très baissiers sur Google parce que beaucoup pensent que eh bien, les IA génératives vont attaquer le moat qu'a eu Google jusqu'à très récemment sur la recherche sur Internet. Malgré tout, je pense que Google a un très bel avenir devant elle, elle est très diversifiée aujourd'hui, elle a certes une grosse partie de ses revenus sur les revenus publicitaires, mais elle développe Waymo, elle développe Google Cloud, elle développe aussi l'IA qui marche très très bien avec une grosse croissance. Donc moi personnellement je suis très haussier sur Google, je ne l'ai pas en portefeuille parce que je préfère quand même Amazon, mais Google est une très belle entreprise. D'ailleurs dans ma dernière vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran maintenant, on voit que Bill Ackman, je vous ai fait une vidéo sur les plus grands investisseurs du monde, et Bill Ackman a investi massivement sur Google sur ce dernier trimestre, alors que beaucoup d'investisseurs fuient l'action et ont très très peur sur le futur de Google. Moi, je suis très très bullish sur Google sur les 3 prochaines années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le portefeuille de Maxime était assez complexe avec des actions que je connaissais pas forcément, donc j'ai dû faire pas mal de recherches. À l'avenir, je prendrai sûrement des portefeuilles aussi un peu plus simples de temps en temps, qu'on retrouve un peu plus souvent. Vous êtes beaucoup à m'envoyer vos portefeuilles en DM, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça permet de soutenir notre travail. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.